Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Stéphane, vous allez bien ce matin? Je suis occupé, là. Allez-vous-en, je suis occupé. Je suis en train de prendre des notes. Oui. Il y a une conversation musclée juste avant d'entrer en onde sur le sondage du Journal de Montréal, dont on va vous parler tantôt parce que la question porte là-dessus ce matin. On va vous parler du sondage. Jean-Charles passe en avant, mais c'est pas ça qu'on retient du sondage. Je pense qu'il faut parler de celui qui passe en arrière. Y a-tu quelqu'un qui passe en arrière dans le sondage? Oui, André Boisclair, André Boisclair. par en arrière. Non, hey! Ben c'est vrai, il est 5 en arrière. 15. Ben 5 non, mais il y a une perte de 15 depuis son élection en novembre, mais 5 derrière Charest. Avant de parler de ça, on a deux sujets là, qui concernent la pédophilie, les enfants agressés sexuellement. Puis je pense qu'il faut en parler. Il y avait un procès qui avait lieu à Longueuil sur la rive-sud de Richard X. À ne pas confondre avec Richard D. Non, mais il y a Richard X, on a Luc X. On a pas mal de X. Pas mal de X dans ce domaine-là. Le juge a acquitté l'individu en question. Tu disais... Le juge de la Cour... le juge Bisson de la Cour du Québec. Du Québec, oui. Qui a acquitté Richard X, qui avait tué un de ses enfants, on s'en souvient, il avait même fait de la prison. Il est accusé de voie de fait sur un autre de ses enfants. Il va passer en cours très prochainement. Il avait été aussi mêlé à toutes sortes de problématiques dans son couple aussi, et sa femme l'a même repris. Parce qu'ils s'étaient séparés, ce couple-là, puis la femme l'a repris après. Peut-on parler de famille dysfonctionnelle? Ouais, quand tu regardes ça, là... Ça, c'est le terme poli, ça. C'est le terme poli. oui. Parce que si on employait des mots comme ceux qu'on utilise des fois hors d'onde, pas certain que les gens qui sont visés seraient heureux de se faire appeler autrement que famille dysfonctionnelle. Parce que quand tu regardes ça, il y en a tué un. Ils reviennent ensemble. Il y a d'autres enfants. Coudon, êtes-vous capable de déterminer, quand vous regardez un gars, que son passé peut être garant de son futur, puis à qui tu t'adresses, là, aux femmes? Aux femmes. Moi, si je te regarde, là, j'ai-tu le goût de te marier? Il n'y a pas de raison que tu aies le goût. J'ai le goût. Mais en même temps, en parallèle avec tout ça, il est arrivé une autre décision. Mais attention, là, il a été acquitté, c'est grave. Penses-tu que la couronne va porter la cause en appel? Écoute, il est acquitté, c'est une décision de juge. Le juge a apprécié. Mais il faut toujours faire attention. Moi, je fais bien attention parce que ce que les journalistes donnent comme information, c'est toujours partiel. C'est la même chose qu'un procès devant juge et jury. Des fois, tu as l'impression que ça s'en va parce que tu as lu dans le journal. Mais enfin, en bout de ligne, là, c'est l'ensemble de la preuve. Mais le fond de l'affaire, c'est que la mère n'était pas crédible dans son témoignage. Il faut que ce soit ça. Il faut que ce soit ça. Le procureur de la Couronne a mal fait sa job. Mais on verra. Mais là, le juge, lui, a apprécié ce qu'il y avait devant lui, puis il en est venu à la conclusion. Puis le juge n'est pas là pour aller sur un bord ou sur l'autre. Il apprécie ce qu'il y a devant lui, puis il prend sa décision. Il tranche là-dessus. Les juges sont faits pour juger. Et d'ailleurs, le deuxième point dans ces affaires d'agression d'enfants, il y a un autre gars qui s'appelle le juge Falardeau. Jean-Pierre Nafek. Ça, c'est un gars qui a été arrêté en janvier 2004 dans un restaurant Harvey sur la rue Sherbrooke à Montréal. Il avait convoqué une petite fille de 12 ans. Il l'avait connue par Internet. Ça faisait 3 mois qu'il chattait avec. Puis on parlait de fantasmes sexuels. Puis il avait organisé la rencontre avec la petite fille en question. Il s'en va donc au restaurant et il apporte avec lui les objets sexuels qu'il a fait choisir à la petite fille. Là, le coffre d'outils que ça prend pour la rencontre sexuelle. Et malheureusement pour lui, c'était une policière de la cyber-répression. Qui l'attendait. Qui l'attendait. Donc, il a été arrêté, il a été mis en accusation. Là, il est allé suivre une thérapie, puis parce qu'il a suivi une thérapie, puis qu'on dit probablement qu'il ne recommencera pas, le juge Jean B. Falardeau de la Cour du Québec lui a donné une sentence de 18 mois à purger dans la communauté. Un couvre-feu à 18 h jusqu'à 7 h du matin. 18 h? Penses-tu que ce gars-là va être chez eux à 6 h de l'après-midi? Ben, je ne sais pas. C'est pas grave. L'important, là, c'est regarde le signal que les tribunaux envoient quand ils prennent une décision, quand le juge Falardeau prend une décision aussi inacceptable à mes yeux. On est obligé de former des escouades spéciales pour lutter contre les pédophiles qui se servent d'Internet pour recruter des enfants. T'en as un. T'en prends pas souvent, t'en prends un comme lui, tu l'amènes. Puis là, lui, il s'est dépêché d'aller suivre une thérapie. Fait que la recette pour les pédophiles, vous vous dépêchez de suivre une thérapie qui va avoir pour conclusion que vous risquez peu de récidiver. Puis vous arrivez devant le juge, puis le juge dit, il dit, écoutez, c'est pas nécessaire d'envoyer ce gars-là en prison. Ben non, il l'a pas agressé. Il l'a pas agressé. Je suis sûr dans le jugement. Faut attendre que l'enfant coule. C'est ça. Puis même quand le sang coule, tu as la côté de la cour d'appel qui dit, ben il n'y a pas de preuve médicale qu'il y a eu pénétration, même si la petite fille saignait. C'est beau, hein, du monde de même. On a des juges qui sont... Sans jugement. Bizarres. Oh. Si t'es pas membre du barreau, toi, tu peux te lâcher lousse. Ah ouais, dis-les qu'ils n'ont pas de jugement. Non, ce sont des décisions d'imbéciles.
Appelons ça de même. Je souscris aux propos de l'honorable juge Desmarais. Non, mais un instant. La loi a été changée pour forcer l'emprisonnement. Oui, des peines minimales. Alors, le juge qui n'a pas compris pourquoi on a fait ça... Ah, mais c'est les droits acquis, vous savez, c'était avant. Mais ce que Harper devrait faire, effectivement, c'est ça, et mettre des juges élus aux criminels et aux pénals, qu'on les élise et qu'on les mette dehors. Ouais, après ça, on peut les mettre dehors, comme ils font aux États-Unis quand ils n'ont pas d'allure. Voilà. Nous autres, on est obligés de les garder puis de leur garantir une pension pour le restant de leur jour. Ouais, vive les Américains. Ouais, là-dessus, oui. Policier arrêté, c'est assez spécial. Un autre. Ça arrive de temps en temps. Un autre. Il n'y en a pas plus là qu'ailleurs. Il n'y en a pas plus que là qu'ailleurs, mais l'argent de la drogue, c'est tellement invitant. Puis quand tu regardes ça... vous raconter des histoires, mais... Non, mais le policier a été... on va voir ce que la police va donner comme information aujourd'hui, mais ce qu'on a comme brique d'information préliminaire, c'est que le gars, il opérait là-dedans depuis 2000. Ça veut dire 6 ans. Il a fallu une longue enquête dans laquelle on a impliqué le DEA américain, la GRC, pour arriver à cerner ce ripou. Mais moi, j'ai des amis dans la police, je dirais pas de quel corps policier, mesdames et messieurs, mais qui me racontent comment ça marche, les cigarettes de course, quand on fait des saisies de drogue. Ah. On se partage le pot, on en déclare tant, la même chose pour l'argent, puis le reste s'en va dans les poches. T'es pas sérieux? Je brûle de dire le nom du corps de police, qui est très important en passant. Les gens se servent. Bien sûr. C'est sûr. Ben, parce que ce gars-là n'avait pas de petite relation, parce que lui, là, c'est Michel Auger qui nous dit ça ce matin, sa relation principale, ça s'appelle Daniel Muir. Daniel Muir, là, ça, c'est le gars qui a été assassiné sous mes yeux à coups de hache sur la rue de la Montagne en février 2004. Ça s'est passé à peu près comme... du bord de danseuse? Parce que c'est ça lui, il sortait de là. Moi, j'arrivais d'Ottawa. J'arrivais d'Ottawa pour rencontrer des gens dans une négociation pour une affaire. Ouais, j'arrivais d'Ottawa, puis j'habitais Saint-Hyacinthe et je ne voulais pas, évidemment, retourner là. Il y avait une grosse tempête de neige. Et tu vois, le hasard, les fatalités de la vie sont comme ça. Le hasard, c'est que j'étais entré dans l'hôtel de la Montagne. Puis la dernière fois que je comprends pas, parce que le Wanda est plus en bas près du Burger King, puis l'hôtel de la Montagne Non, tu connais pas la configuration, c'est plus haut. L'hôtel, il est plus haut sur l'hôtel de la Montagne est plus haut, puis le Wanda est en bas près du Burger King. Non, il est au coin de Maisonneuve. En tout cas, tu connais l'endroit? Oui, je connais les endroits, tu passes devant tous les jours. Bon, mais regarde les fatalités de la vie. Je suis entré à l'hôtel de la Montagne, puis je me suis rappelé, j'ai dit, les journaux arrivent trop tard. J'avais ma chronique assez cassée le matin. Puis j'ai dit, les journaux arrivent trop tard ici. J'avais couché là peut-être 2-3 mois auparavant. J'ai dit, je vais essayer l'autre en face, le Vogue, au cas où les journaux arriveraient. Tu vas là, toi, c'est un hôtel 18 étoiles, ça? Je sais pas, moi, c'est dans le coin, là. Et c'est en ressortant de l'hôtel pour changer d'hôtel que c'est arrivé sous mes yeux. Tu vois, je m'en vais me coucher, là, comme était ma première idée, puis je vois rien de ça. Puis là, à coup de hache, mais Daniel Muir, c'était un gros méné là, dans l'organisation. C'était comment ça s'est fait? À coup de millions. Mais à coup de hache dans le, dans le milieu du chemin, ça devait être bon, ça. T'as tout vu ça? Oui. C'est pas évident. Puis tu te rappelles toujours dans ta vie le bruit que ça fait une hache quand ça frappe sur le crâne humain. Oui, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas un bruit qui ressemble à ça. Est-ce qu'il a hurlé, crié, quelque chose? Oui, il criait. D'abord, quand il est passé devant moi, la première chose qu'il m'a dit, ils vont me tuer. Mais tu penses que c'est une gang de jeunes qui jouent sur la rue, il neige, puis il est tard le soir, ils ont du plaisir. Tu penses jamais que tu vas être témoin d'un meurtre, hein? C'est quelque chose, c'est une tranche de vie, ça. C'est de valeur que tu n'as pas filmé ça. Mais je pouvais pas. Avec des petits appareils photo, là. Je pouvais pas. Les pesticides, laissons ce sujet-là de côté, parce que dans la presse de ce matin, on nous dit que Québec absout les mauvais arroseurs. Coudon, nous autres, quand on fait des lois, est-ce que c'est juste pour le fun? C'est pour ça qu'on a des beaux principes environnementaux. Le Québec est vert by the book, on est vert au bout. By the book, mais dans la vraie vie, c'est un tas de bullshit. Oui. Mais on n'a pas le droit d'arroser. Il n'y a pas le droit de pesticides depuis un bon bout de temps au Québec. 2003. Puis on dit Montréal, Longueuil, Saint-Hugues, Saint-Césaire, 4 villes se font prendre, puis il n'y aura pas d'amende. Toi, le citoyen, tu te fais prendre. Tu paies l'amende. Comme dans toutes les municipalités. Mais il y a une exception, tu sais pour qui? Pour les organismes fédéraux. Comment ça? Les chemins de fer, les compagnies de chemins de fer peuvent étendre du pesticide le long des voies ferrées, même si c'est nuisible pour l'environnement. Ah oui? Parce que c'est fédéral. Ils ne sont pas soumis à la loi provinciale. Ah oui. Le fédéral est toujours plus fort que le provincial en droit. C'est normal. Ils ne sont pas soumis à ces oui, mais tu as une espèce de conscience pour lutter contre la pollution de l'environnement. Tu essaies de faire des choses correctement. Pourquoi un gouvernement pourrait-il se soustraire? C'est la loi de la suprématie, mais qu'est-ce que tu fais avec l'herbe à poux? Est-ce que tu l'arraches à la mitaine? Non.
Moi, comment tu j'ose règles ça? pas toucher. J'ose pas toucher à ça. Parce que tu sais qu'il y a une poursuite, recours collectif contre la Ville de Montréal Oui, et l'Herbapou. oui. Ça va coûter une beurrée, des milliards de dollars. Tu penses? Oui. Des milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent pour les gens qui sont enrhumés. Alors, ce matin, page 7 du Journal de Montréal, un corps pathétique. Savais qu'il était pour arriver Photo avec de ça. pénis, je m'excuse des termes, photo d'un pénis et d'un étudiant finissant de l'école secondaire Le Triolet de Sherbrooke qui se fait lécher les mamelons par 2 autres de ses collègues. Que c'est édifiant. Et ce Écoute, comité de l'album... Regarde la photo. Un album souvenir. Oui, avec de la bière. On boit de la bière. Mais ça aurait pu être une photo de la Saint-Jean, puis ça n'aurait pas fait la différence. Fait que tout ça pour vous dire que c'est grave. Ça a été supervisé par un prof d'expérience qui a géré le comité d'album des finissants. Et tu sais ce que le directeur a dit? Le directeur d'école a dit, l'année prochaine, on va mettre un comité qui va surveiller le comité. Ça ne se reproduira plus. Ah, ça, c'est bon. C'est bon. C'est une belle approche québécoise, ça. L'approche québécoise. Les tables. Les tables de surveillance. Après les tables de pilotage, nous aurons les tables de surveillance. Un observatoire de la connerie humaine. À Sherbrooke, l'école du Triolet. Du Triolet ou l'école secondaire du Triolet. Tu sais, moi, juste un mot vite sur les parties de finissants. Regarde les deux adolescentes qui sont mortes dans l'accident. 2 belles femmes. On parle que le jeune s'est probablement endormi. La police enquêtait pour savoir s'il y avait ça se peut, 7 heures du matin. Coudon. Quoi que l'alcool, ça fait dormir aussi. Non, mais coudon, jusqu'à quelle heure faut qu'il fête pour que ce soit une fête? C'est ça. Il vient de nous dire qu'il revenait d'une fête à Québec puis qu'il est logé à l'hôtel de Non, je revenais d'une rencontre gouvernementale. C'est ça. À Ottawa. Oh, mon Dieu. À Ottawa. Au Henri Burger. Oui, au Grand Bureau. Au Grand Bureau, à mes frais, pour essayer dans ma démarche à l'époque pour acheter ces cassés. Ah, une chance, tu n'as pas acheté ça, au fond. Pourquoi? Tu penses que j'aurais pas réussi? Non, je dis pas que tu n'aurais pas réussi, mais regarde l'état de ces cassés à l'heure où on se parle. Ça serait pas ça. Ah. Ça serait pas ça. OK. Bon, on va parler du sondage. Quoi? Ça serait pas ça. Je veux parler le sondage. Quel sondage? Oui, André Boisclair ne va pas bien. Là. Il est dans ses petits souliers. Regardons les chiffres. C'est léger marketing, 1000 personnes. Parce que souvent, là, on va se faire accrocher, nous autres, sur la rue, en disant vous faites exprès sur Boisclair. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Puis les 1000 personnes qui ont répondu au sondage, on les connaît pas. Non, puis ils sont pas toutefois à temps plein. Là. Non, c'est ça. Donc, le sondage fait en sorte que les libéraux sont à 37, le PQ à 33. Mais quand André Boisclair est arrivé, le sondage du mois de novembre, il était à 48. Oui. C'est 15 points d'endèche. Et c'est une baisse constante. Là. Ça se confirme. Ça continue. Tu sais, je vois Pauline puis Bernard. Mais tu sais, je dis ça, j'ai quasiment honte, là, mais Pauline Marois aurait apporté peut-être une crédit. Tu sais, quand on dit Boisclair est une canisse vide, Pauline n'était pas vide, elle était pleine. De bon sens. Parce que, t'étais mieux d'ajouter, avec les yeux et les sourires que tu fais des fois, là, j'ai assez de misère avec ça. À tuer. Non, à tuer, à te protéger. Mais je pense que Pauline aurait apporté du poids dans la crédibilité de la fonction. Encore un jeu de mots. Arrêtez de rire de moi. C'est vrai, je te dis qu'elle aurait mieux fait. Non, mais regarde, t'as un gouvernement mené par Jean Charest que personne n'aime, 60% de qu'on aime par défaut. Qu'on aime par défaut. Ouais. T'arrives avec un nouveau chef, habituellement, t'es supposé d'être en effervescence, en lune de miel avec ta population. Ça marche pas. Et tu perds 15%. Mais dis-moi ce qui marche pas chez Boisclair. Moi, j'ai soutenu ce gars-là, puis je ne comprends plus. Il y a un vide intérieur dans ce qu'il dit. Je pense qu'il y a un vide entre... Mais il accroche pas le monde. Il y a un creux qui se fait entre lui et la population. Oui, mais regarde, au spectacle à Saint-Jean, c'est plein d'Abraham, il se faisait aller, puis il se faisait soigner, puis... Tu sais? Ça marche pas. Non, mais on va aller en élection bientôt. Là. Moi, je continue à dire, quand je regarde avec des sondages comme ça, ma prédiction d'élection à l'automne, même si Jean Charest a dit que non. Mais je suis pas sûr que c'est fini. Ouais, moi aussi, là, quand tu regardes les sondages, tu te dis, hey, il y a un moment dans la vie où il faut que tu prennes la décision, puis tu apprends quand tu peux gagner. Ça, c'est la chose. C'est-tu parce qu'il est trop jeune? Il y a quelque chose qui cloche, là. C'est pas l'homosexualité. Non, il traîne trop d'affaires derrière. Tu penses? L'homosexualité, c'est pas pertinent. Il traîne trop d'affaires, puis il n'y a pas de profondeur politique. Regarde les déclarations successives faites. Là, oui, mais les vieux bonzes du PQ, comment peuvent-ils suivre un gars comme ça? Bien, ils vont finir par se tanner. Puis c'est la question qu'on vous pose, tiens. La question qu'on vous pose ce matin, le Parti québécois s'en va... Avant les élections, le Parti québécois doit-il changer de chef avant les prochaines élections?
Le Parti québécois doit-il changer de chef avant les prochaines élections? On va vous écouter là-dessus. Vous nous téléphonez à Montréal, 514-790-0874, de Québec, de partout au Québec. C'est sans frais, 1-877-790-3535. Ou encore, vous pouvez nous écrire votre opinion par courriel à www.tqs.ca. Avant de commencer à prendre vos appels, on a comme invité M. Jean-Jacques Sanson, qui est le directeur des nouvelles politiques au Journal de Québec. M. Sanson est en ligne. Bonjour. Bonjour à vous deux. La première question qui nous vient à l'esprit, est-ce que c'est possible pour un parti politique, dans une situation comme celle-là, de changer de chef avant qu'une élection arrive, avant que la prochaine élection provinciale? Ben, tout peut toujours se produire, mais sur le plan de la mécanique, si vous voulez, là, au Parti québécois, ce qui est prévu, c'est un vote de confiance en l'endroit du chef au premier congrès qui suit des élections générales. C'est ce qui a coûté le poste à Bernard Landry. Okay. D'accord? Maintenant, dans tout parti politique, surviennent des putschs à un moment donné lorsque les militants et principalement les députés sentent qu'ils sont menacés de perdre leur siège ou qu'ils n'ont aucune chance de remporter une élection. Comme exemple? Rappelez-vous Pierre-Marc Johnson en 1985, c'est le député Gérald Godin qui a demandé son siège. Généralement, la tête des chefs roule aux mains de députés. Dans le cas de Pierre-Marc Johnson, c'est Gérald Godin. Dans le cas de Claude Ryan, quelques années auparavant, c'est une grande partie du caucus des députés qui avait demandé son départ. Ça survient toujours de cette façon-là. Maintenant, dans le cas du Parti québécois, on sait qu'on est tout près d'une élection. Et donc, ça donne beaucoup de chances de survie à André Boisclair. Ouais, même si on s'en va à l'abattoir, M. Sanson, ça regarde pas bien. Là. Oui, ça regarde pas bien, mais c'est pas André Boisclair qui a le contrôle de la date du déclenchement des élections. Hein? Alors, il s'agit de quelques sondages comme ça. Normalement, les libéraux devraient gagner quelques autres points au cours de l'été parce que quand un gouvernement n'est pas là, ils gagnent en popularité. Oui, moins on les voit, plus on les aime. Au mois d'août, on les aime plus parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Reposé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Alors, c'est clair que si surviennent s'ils sortent de très bons sondages à la fin de l'été, Jean Charest pourrait être tenté à ce moment-là de déclencher des élections anticipées sur le thème, par exemple, d'un règlement du déséquilibre fiscal. Il ferait une élection thématique, une élection à caractère référendaire, pas sur la souveraineté, mais sur le déséquilibre fiscal, de façon à passer en élection avant Stephen Harper, qui, lui, il faut s'en rappeler, ira en élection le printemps prochain. Hein. Oui, ça, donc, c'est certain. soit là ou l'été plus tard, les élections provinciales. Parce que c'est donner beaucoup de chance aux coureurs que d'attendre à la fin de 2007 puis peut-être au début de 2008. Tout d'un coup, Boisclair se refait une beauté, là. Écoutez, André Boisclair a eu une campagne à la direction qui a été très difficile. Une chance que Pauline Marois ne tirait pas très, très fort dans l'opinion publique parce que sinon, écoutez, rappelez-vous, les nerfs lui ont craqué pendant la campagne au leadership simplement parce que des journalistes mettaient un peu de pression dans les scrums. Imaginez-vous en campagne électorale quand il y a 2 autobus de journalistes qui suivent un chef et qui le harcèlent du matin au soir. On l'a vu un peu la semaine dernière, encore une fois, quand on le questionne sur le référendum puis la date d'un référendum après son élection, on dirait qu'il y a de la misère à se contrôler. Mais M. Sanson, quelle sorte d'image a ce gars-là? Moi, j'ai quasiment honte de le dire. Je l'ai supporté dans la course à la chefferie, puis là, je le regarde, je me reconnais plus. Il a de l'air d'un jeune écervelé. Ben, écoutez, d'abord, je vous disais, il n'y a pas les nerfs solides, premier trait de caractère. Deuxièmement, il y a un problème, je pense, au niveau de la perception publique quant à sa formation. Il ne faut pas oublier que jusqu'à ce qu'il aille décrocher un diplôme à Harvard là, en quelques mois, ce gars-là était probablement la première personne à être ministre au Québec avec un seul diplôme de cégep. Là. C'est assez inusité. Alors, par rapport à des Parizeau, à des Landry, là, il fait pas le poids beaucoup. Deuxièmement, il y a toujours la question de l'homophobie. On sait que André Boisclair s'est affiché comme homosexuel en campagne électorale. Lorsqu'il va faire des visites d'usine, par exemple, il s'agit d'un incident, quelqu'un qui l'interpelle, qui fait allusion à son homosexualité, il pique, il prend les nerfs, il réagit mal, et il est mort. Et regardez aussi, vous y avez fait allusion, les images qu'il a données au cours des dernières semaines, soit dans une discothèque ou autre, ça inspire pas énormément confiance. Et le critère premier pour vendre de la souveraineté à une population, c'est d'inspirer confiance, d'avoir de la crédibilité. André Boisclair a un gros problème à ce niveau-là. Troisième élément, rappelez-vous aussi tous les commentaires qui ont été faits
la place que sa consommation de cocaïne, alors qu'il était ministre dans le gouvernement de Lucien Bouchard et de Bernard Landry, cette question-là a pris beaucoup de place pendant la campagne au leadership. Pensez pas que les libéraux vont le laisser aller avec un laissez-passer. Hein? À la prochaine campagne électorale, il va se faire demander si l'argent de la cocaïne, c'est pas de l'argent sale, ça aussi. Et puis, ça va jouer très, très dur. Alors, je pense qu'il va connaître énormément de difficultés d'ici aux prochaines élections. Et en campagne électorale, ça va être terrible, je pense. On a fait le mauvais choix. On aurait dû prendre Pauline. Est-ce que Mme Marois aurait davantage inspiré confiance? Mme Marois avait un problème, elle aussi, d'image au cours des dernières années. Elle était perçue de plus en plus comme une grande bourgeoise, beaucoup plus que comme la social-démocrate qu'elle avait voulu être en début de carrière politique. Dans le fond, la gaffe, M. Sanson, de ce parti-là, c'est d'avoir poussé Bernard Landry à la porte. Exactement. Le groupe... Bernard Landry était celui qui avait le plus de crédibilité, le plus gros bagage. C'est Bernard Landry qui avait le plus gros bagage politique dans toute cette formation-là. Il avait un goût extraordinaire, on le sait, et tout ça. Mais c'était aussi un homme très fier, et les militants ont commis l'erreur, comme ils ont fait avec d'autres avant, de vouloir mettre de la pression sur lui. Ils ont joué le même jeu avec Lucien Bouchard. C'est un parti qui est incontrôlable et qui tue ses chefs sans réfléchir, sans penser plus loin que le bout de leur... Mais M. Sanson, si Chantal parlait à Bernard et pouvait le convaincre de revenir, même comme simple député, ça serait beau. Je pense que... Oui, mais au début de la campagne au leadership, là, il a été question d'un retour de Bernard Landry, qu'il soit sur les rangs. Et à ce moment-là, Madame Renaud, Chantal Renaud faisait beaucoup de pression sur Bernard Landry. Je pense qu'elle avait beaucoup apprécié l'expérience de son passage en politique. Et, ça aide un peu. Oui. Et ce que ça apporte. Elle aurait bien voulu y retourner. Et elle mettait de la pression sur Bernard Landry, m'a-t-on raconté, pour qu'il soit candidat. Mais à ce moment-là, pour qu'un chef qui a démissionné avec un peu moins de 80% d'appui, pour qu'un chef revienne, il faut que ce soit un triomphe. Hein? Il faut qu'il revienne, il faut que les autres candidats se désistent. Il aurait fallu que Pauline Marois et André Boisclair se désistent, lui laissent la place et que Monsieur Landry rentre comme le Christ la journée des rameaux, là, vraiment, qu'il rentre au Parti québécois en triomphe, sans opposition, et que ce soit unanime. Bref, que le parti lui demande en quelque sorte pardon pour le geste irréfléchi qu'ils avaient posé quelques mois plus tôt. Alors, ce scénario-là ne pouvait pas se réaliser. Bernard Landry a décidé de ne pas tenter l'expérience d'une course à la chefferie, et je pense qu'il a été sage de sa part. Là. Donc là, on va voter pour Charest. Ben écoutez, regardez le sondage de ce matin. Jean Charest est encore le chef le moins populaire. Il a un problème d'image et jamais, je pense, que l'identification se fera vraiment entre les Québécois et Jean Charest. C'est-à-dire donc que ce sera le parti qui devra remorquer le chef. Il y a deux phénomènes en politique qui jouent généralement. C'est où le chef remorque son parti. Ça a été le cas, par exemple, de Lucien Bouchard et René Lévesque. Ou c'est l'inverse, c'est le parti qui remorque le chef. Par exemple, Robert Bourassa. Jamais été populaire dans la population. Les gens ne voulaient pas le voir. C'est le parti qui le remorquait. Monsieur Sanson, merci beaucoup de votre participation. La question du jour, je vous la rappelle. Le Parti québécois, compte tenu du sondage de ce matin, le Parti québécois doit-il changer de chef avant la prochaine élection? On va commencer tout de suite par des appels. On a beaucoup de courriels, mais des appels. François Valleyfield, on prend un premier appel. Oh, François, bonjour. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Bien, oui, la patrie du député Serge Dellière. Ah, mon Dieu, oui. On vous écoute. Regardez bien, moi, en tant moi, je suis un jeune homme de 29 ans. Oui. Et puis, moi, je pense qu'il faut vraiment... C'est le temps de changer, là. De changer le chef du parti. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas de charisme. Il n'y a rien à amener comme au niveau de nouvelles idées. Ce qu'il va faire, c'est de suivre la ligne du parti, simplement. C'est où ce qu'il dit? C'est vrai, la ligne du parti? La ligne, oui. Non, mais attention, c'est important ce que vous dites. Quand Boisclair était en campagne, il avait mis un blog sur pied, puis il disait, je vais faire un fonds pour le remboursement de la dette. Oui. Il y a 3 semaines, il dit, fuck la dette, excusez-moi l'expression. Au diable la dette, on va mettre ça dans l'éducation.
Ben, ça n'a pas de bon sens, premièrement. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Moi, je vous proposerais tout simplement, regardez, un vieux de la vieille. Je sais pas, c'est sûr c'est la ligne dure, mais moi, j'avais Gérald Larose en idée comme chef du parti. Pas le défroqué jésuite? Ça pourrait se faire, peut-être. L'auteur du manifeste. Oh, L'auteur du petit livre des écoles. Québec. Oui. C'est sûr que Gérald Larose aurait plus de crédibilité, aurait plus de consistance, aurait plus de cohérence. Oui, exactement. Il faut que je vous laisse, je m'excuse. Oui. OK, allez-y. Vous avez une réunion, allez-y. On va en prendre un autre. Merci, François. On va aller à Montréal. Martin est en ligne. Martin, bonjour. Oui, bonjour. Soyons sérieux ce matin. Je pense pas qu'André Boisclair, on doit le changer avant les élections. On n'a pas le temps de le changer, premièrement. Puis deuxièmement, là, ce qui est scandaleux ce matin dans un sondage comme on voit aujourd'hui, c'est que des gens comme vous, M. Gendron, puis M. Desmarais, soulever la question de la chefferie au Parti québécois face à un sondage comme celui-là, alors que là, on a le pire gouvernement en 50 ans au Québec, OK? Un chef omnipotent, un chef dictatorial, un gouvernement qui a rien fait, qui maîtrise même pas ses dossiers à l'heure actuelle, et ça fait 3 ans qu'il a été élu. On a ce parti-là qui met le Québec dans un cul-de-sac, qui le lance dans un trou, et vous, ce matin, vous remettez en doute la chefferie au Parti québécois. Non, un instant, là, par exemple. Les Québécois... Martin, un instant. On ne remet pas ça en doute, là. On regarde le sondage. Le sondage de 1000 personnes remet en doute la capacité, parce que perdre 15 en l'espace de 8 mois, là, c'est du jamais vu. Mais soyons sérieux. Quand on va rentrer en campagne électorale, on va pas juste voir André Boisclair face à Jean Charest, on va voir l'équipe du Parti québécois contre l'équipe du Parti libéral. Ça fait piètre figure au Parti libéral. Oui, mais Martin, c'est pas parce que Charest est pas bon qu'on est obligé de voter pour Boisclair s'il est pas bon lui non plus. Absolument, vous avez absolument raison, M. Gendron. Puis là-dessus, peut-être qu'il y a des gens qui vont voter un peu plus pour Québec solidaire, peut-être un peu plus pour l'Action démocratique. Arrêtez, Québec solitaire. Non, mais peu importe le parti pour qui on vote. J'espère ce matin que les Québécois réalisent que le Parti libéral, c'est un parti de nul et qu'aux prochaines élections, ils vont pas réélire ce parti-là quand même. Puis vous favorisez ça un peu, M. Gendron. Vous vous tapez dans les mains ce matin en voyant le Parti libéral en avance. M. Desmarais, on connaît ses allégeances libérales, mais vous, M. Gendron, vous devriez être un peu plus objectif. Un instant, il y a Mario. Pouvez-vous comprendre que celui qui a besoin de se remettre en question ce matin, c'est pas Jean Charest. Est-ce qu'on peut être clair, là? Puis ceux qui ont besoin de réfléchir sur leur avenir, s'ils veulent prendre le pouvoir, c'est pas les libéraux, c'est les péquistes. Mais soyons sérieux, M. Desmarais. Moi, je suis pas un pro-Boisclair, loin de là. Mais soyons sérieux, les élections s'en viennent dans 6 mois ou 1 an. C'est clair qu'ils n'ont pas le temps au Parti québécois de changer de chef. On parle d'une course à la chefferie. Alors, ça va être André Boisclair aux prochaines élections et son équipe. On va mettre plus de l'avant l'équipe et sûrement que ça va aider le Parti québécois à ce moment-là. Ramener Bernard Landry, le seul squelette qu'il y a, c'est à Gaspésio, au fond. Ouais, mais Bernard Landry, non, un instant. Que l'autre squelette qu'il y a, Landry. Je sais pas, si je me mets à réfléchir une demi-heure, tu vas voir que je vais t'en trouver. Long. Excusez-moi, M. Desmarais, vous parlez de scandale de la part d'André Boisclair, la COQ, vous parlez de l'homosexualité, bon, peu importe. Jean Charest a voulu poser simplement la question par la campagne électorale. Est-ce capable de nous jurer, à nous les Québécois, qu'il n'a pas touché 1 cent pour venir faire le saut au niveau provincial en 96? Et s'il peut nous jurer, on va voter pour lui. S'il ne peut pas nous jurer, eh bien, on ne votera pas pour lui. Et moi, je suis convaincu qu'il ne le jurera pas. C'est pas le propos de ce matin, mais c'est votre opinion. Merci. Merci. On va aller à Montréal. On a un autre appel. On va aller à Alain. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour, M. Gendron et M. Desmarais. Bonjour. Il est toujours difficile d'avoir la ligne, mais pour une fois, je l'ai. C'est bon. Pour moi, présentement, ce que je trouve difficile à comprendre, c'est de voir qu'on essaie d'affaiblir un chef par rapport à son orientation sexuelle. Moi, je suis en train de me demander si c'est pas la société qui a de la misère à accepter qu'un chef serait homosexuel. Moi, je ne suis pas homosexuel, mais je trouve qu'on met tellement le thème là-dessus qu'on peut-être on ternit une personnalité qui demeure vraie dans ce qui est. Parce qu'il a quand même dévoilé sa consommation de coke, son orientation sexuelle. Ça a pris un peu de temps. Oui, mais ça, la drogue, là, Jean Charest l'a dit qu'il avait fumé du pot puis qu'il l'avait respiré. Oui, mais regarde. On n'en fait pas un plat avec ça. Oui, mais regardez, là, Jean Charest va jouer. Regardez, Jean Charest va jouer le fait qu'il a fumé du pot. C'est toujours plus facile d'aller jouer une drogue plus douce et plus acceptable selon la population. Lui, il a quand même dit qu'il a fumé de la coke, qu'il a pris de la coke. Mais dans un thème de loisir, il s'est retiré de ça, il a appris ses erreurs, puis il en ressort plus fort. Puis moi, ce que je vois de cette personne-là, c'est une personne qui est vraie. Mais parce qu'on joue toujours sur le thème de l'orientation sexuelle, de revenir aussi sur le thème de sa consommation de drogue. Pourquoi les gens ne l'aiment pas? Parce que les gens ne l'aiment pas. Comme Richard disait, le PQ a perdu 15 points dans les sondages depuis son élection, donc les gens le détestent. D'après moi, ce qu'ils n'aiment pas, c'est parce qu'il apporte des idées de changement.
C'est un homme de changement. Non, mais une qui va marcher, là, juste pour voir. Mais c'est un homme de changement, un homme de terrain. Changement? Non, mais dites-moi une idée de changement qu'il a proposé. Il fait partie de chaque manifestation des jeunes. Il est avec les jeunes sur le terrain. Ils font partie des manifestations aussi, les clochards. Oui, mais regardez, M. Gendron, c'est facile de déplorer ça, mais il est souvent avec les jeunes, ça soit au Medley. Il est toujours dans les organisations. Pas son temps des écoles, oui. Ensuite. Oui, des écoles, mais regardez quand même. C'est quand même un chef qui se représente beaucoup au niveau des jeunes. Il va emmener des nouvelles idées. On a peur du changement. Nommez-moi une idée nouvelle, là, juste une, là, avant de se laisser. Pour la troisième fois et la dernière. Juste une. OK. Une nouvelle idée, c'est d'emmener justement un air de jeunesse à ce parti-là. Merci, Alain. C'est pas une idée, ça. Ça, là, c'est pas une idée pantoute. Vous n'êtes pas capable de donner une idée. On va passer à notre appel. On va aller à Longueuil. Céline à Longueuil. Mais non, mais quoi? Ça fait 3 fois que tu lui demandes ça, là. Céline, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Céline. Ça va bien? Ah, ça va, vous? Bien, félicitations, votre programme. On a beaucoup de difficultés à vous rejoindre, nous autres, à Longueuil. On est trop populaire. C'est ça. Puis, pour ce qui est de votre chef, M. Boisclair, là, mettez ça dans un sac, puis au vidange direct. Même pas au recyclage? Mais, même pas. Envelopper la du saran-wrap. Conserver longtemps. On envoie ça dans Dompe à Saint-Donat. Ben, c'est ça. Voyez-vous un premier ministre qui a fumé du pot? Ben oui. Pour aussi sa sexualité. Il y a un premier ministre. Vous imaginez-vous demain matin, lui... Ben oui. Ils sont tous à dope en politique, vous ne saviez pas? Ben, en tout cas, moi, je suis pas pour ça, monsieur. Vous devriez aller dans les parties du PQ, moi, de mon époque, là. C'était à couper au couteau. Ah oui? Ben, en tout cas, là, on est tanné des péquistes. Là. Prenez ça, mettez ça dans un sac de vidange pour aujourd'hui. Ça doit être ça qui t'affecte aujourd'hui. Ouais. Les effets secondaires. La fumée secondaire. Mais en tout cas, pour ce qui est aussi de la fumée secondaire, j'aimerais ça que vous faisiez un sondage pour la cigarette, parce que j'en suis une fumée. Ben là, j'avais remarqué ça. Vous me donnez le goût de fumer. Oui, mais j'en fumerais une bonne, là. Ben, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée, puis pour ce qui est des péquistes, au vidange. OK. Merci, madame. Bonjour. Merci, Céline. OK, alors, je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. Sondage Léger Marketing dans le Journal de Montréal. La question, le Parti québécois, parce qu'il a perdu 15 points depuis l'arrivée d'André Boisclair, le Parti québécois doit-il changer de chef avant les prochaines élections? As-tu du courriel à lire? Oui. Alors, Jean-Charles de Pincourt, l'impression générale que me laisse M. Boisclair est celle d'un président de conseil étudiant du CEP. Il manque d'expérience et surtout de charisme, c'est vrai. C'est vrai, ça, exactement. Il m'est difficile de voter car je ne voterai jamais libéral et j'ai toujours voté pour le PQ, mais avec M. Boisclair, je devrais me résigner à voter pour un troisième parti. Vive la souveraineté, mais pour quand pas avec Boisclair? Marine de Sept-Îles. C'est vrai, il y a même des péquistes qui quittent le bateau. Mme Corbeil, ici, à Montréal, dit il faut garder Boisclair, c'est plutôt Charest qu'on doit changer, mais elle dit vous ne poserez pas la question. Là, déjà posée, je pense, cette question-là. Il faut changer de chef. Bernard Landry est le seul qui peut sauver le PQ, sinon c'est la crédibilité qui va en manger un coup. Ça vient de M. Vaillant, je ne sais pas marqué de quelle place. Et le PQ a fait une très grande erreur en élisant ce jeune boy scout de Boisclair pour diriger le camp souverainiste. Le jeune diplômé de Harvard n'a manifestement pas les talents pour diriger son parti. Alors, il y a de quoi qui manque. 15 points, c'est beaucoup. C'est énorme, 15 points. Là. 15, là, c'est ce que l'ADQ a comme appui. Ça veut dire c'est comme demain matin, tu enlèves 15 à l'ADQ, il n'y a plus de parti politique. Il y a l'impact de Québec solidaire aussi, qui commence à surfer tranquillement. Oui, c'est sûr. On prend un appel à Gatineau, on a Sylvie. Bonjour, madame. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. M. Gendron, M. Desmarais. Moi, je trouve que depuis que M. Boisclair est chef, ça ne fonctionne pas du tout. Non? Non, du tout. Qu'est-ce qui marche pas? Le parti est à l'eau. Pourquoi? Moi, je trouve là, que le Parti québécois n'existe plus dans... Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous chicote là, quand vous dites que ça marche? J'ai la même impression, moi aussi. Là. C'est seulement les jeunes. On est des personnes, nous aussi. Ils pensent qu'aux jeunes, c'est bien beau, là, les jeunes, mais... Mon Dieu, le monde, c'est le monde, les jeunes. C'est vrai, on ne l'a pas vu, André Boisclair, dans un centre d'accueil encore. Ou dans, non, mais tu sais, aller se mêler avec les autres générations, on ne l'a pas vu.
Non, ça, c'est du tout. C'est bien beau, il y a 39 ans. Et pourtant, ses conseillers, j'ai parlé avec un de ses conseillers proches à un moment donné, puis il me disait, il dit d'aller, parce que il y a plus de monde de cet âge-là qui va voter qu'il y a de jeunes. Ben, les boomers, ça va être le gros morceau. Les écoles. Ben oui, le gros morceau du pouvoir à partir des écoles. Puis tantôt, le monsieur, là, excusez-moi, madame, tantôt, le monsieur qui nous parlait, il dit, il va arriver avec une grosse équipe. Essaye de recruter des gros bonnets pour être candidat avec toi quand tu perds 15 points dans un sondage. Il n'y a personne qui s'en va à l'échafaud, voyons. Il n'y a personne qui va vouloir aller à l'échafaud. Mais Sylvie, là... Un commissionnaire, peut-être. Qu'est-ce qui vous chicote chez Boisclair? Moi, là, comme j'ai dit à ma famille, j'ai dit, monsieur René Lévesque, il doit tourner dans sa tombe certain. Franchement, c'est pas... Mais c'est-tu parce qu'il est homosexuel? C'est parce qu'il s'est drogué? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, du tout. J'ai rien contre ça. Moi, en autant que la personne fait sa job... Il vous allume pas. OK. Ben, merci Sylvie. On va aller à Lévis maintenant. Bonne journée. Je suis contente d'avoir parlé. Ben, nous autres aussi. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Pierre à Lévis maintenant. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Bonjour. Moi, je suis membre du PQ. Oui. Hey, souhaitez-vous le retour de Jean Garon dans Lévis? Il est plus là, lui, là. Non, mais attention. J'ai entendu dire qu'il revenait peut-être en politique. Oh, aimeriez-vous ça? Je sais pas si sa santé le permettrait. Il était malade pas mal. Ben oui, avec le diabète. Pour en revenir à M. Boisclair, moi, définitivement, il n'avait pas eu mon vote, puis j'avais pas voté pour lui pour deux raisons qu'aujourd'hui, il me donne raison. C'est que je trouvais qu'il n'y avait pas de charisme, puis c'est pas un leader. C'est exactement ce qui se passe. Puis le PQ est en train de descendre en chute libre, puis c'est pas fini. Il passera pas les prochaines élections. C'est quoi? De toute façon, après les élections, les membres vont le foutre dehors. Fait donc, que moi, si je serais lui, si je serais un peu honnête, je m'en irais tout de suite. Mais le problème, c'est comme Martin disait tantôt, il commence à être tard un peu. Je suis pas sûr qu'il y aurait les moyens de faire une course sur les deux chips. Il faudrait que ce soit un couronnement. Il faudrait revenir avec un couronnement. La commande est grosse. Mais en même temps, je suis en train de penser à l'Union nationale. Maurice Duplessis est mort, quoi, en 56-57? 7 septembre 1959, le jour de la fête du travail. 59. Bon, tu vois, ça a pris 25-30 ans, puis le parti a disparu. Et c'était le parti d'un homme. René Lévesque, on est quoi? Il est mort 25 ans après le départ de René Lévesque. 1er novembre 87. Oui. 25 ans après. Regarde le PQ, puis demande-toi si des fois l'homme n'est pas plus fort que son parti, au point où le parti ne peut pas survivre sans cet homme-là, son fondateur. C'est vrai. Ça peut arriver. Au fond, le PQ devrait s'aborder. C'est fini. On oublie ça, le projet de souveraineté. Non. Il y a encore des gens pour soutenir ça. Là. Hein? Sauf que quand tu arrives dans un parti comme ça, où le pouvoir t'attire peut-être plus que l'option, tu es obligé de composer. Tu es obligé de composer avec l'option et le pouvoir. Les gens ont soif d'un messie. Peu importe le parti politique, moi, je pense que vous avez soif, mesdames et messieurs, dans votre salon, d'un messie. Regarde-le. C'est vrai, vous avez soif d'un messie pour traverser la rivière. OK, un autre appel. Merci, monsieur. On parle d'un autre appel. On va aller à Montréal. José, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, vous? Écoutez, moi, je souhaite de tout cœur qu'André Boisclair passe, qu'André Boisclair reste comme chef du Parti québécois. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'il ne passera pas et que le Parti libéral va repasser. Oui, ça, c'est vrai. Écoutez, là, quand un homme dit qu'il veut pas s'occuper de la dette, qu'il veut juste s'occuper de l'éducation, avec la dette qu'on a aujourd'hui, je trouve ça un scandale. Puis le pire, c'est qu'il avait dit le contraire dans la course à la chefferie. Essayez de comprendre quelque chose. En plein ça. Puis écoutez, ramener Bernard Landry, pour le PQ, même si je suis pas PQ, je pense que ça serait bon. Par contre, Bernard Landry a crié toute sa vie qu'à 50 plus 1, ça serait bon pour la souveraineté, pour faire un pays, puis que 76% de vote, c'était pas assez pour lui. Il y a peut-être un petit problème là. Puis soyons honnêtes aussi. Là. Encore une fois, le mot mais du dictionnaire qui s'applique, c'est incohérent. Mais êtes-vous prête à voter libéral malgré tout? Non, moi, je viens de Kakuna, donc je voterai à des kisses, mais Mario Dumont, il va nulle part, il est tout seul dans son parti, puis il veut pas avoir personne d'autre pour diriger la barque. Peut-être qu'avec le maire d'Huntington, on serait peut-être dans la machine. J'ai soupé avec Attention. S'il vous plaît, le pas. Minute Moumoute. J'ai soupé avec Mario Dumont mercredi dernier. OK. Il était à Huntington. Ah oui? On peut savoir les scoops? Et puis? Ça a bien été. Ouais. Tu as fait visiter quoi? Beaucoup de choses. Huntington? Beaucoup de choses. C'est le temps que tu viennes, toi, là, mon beau Richard. Ben, je vais y aller. Fait que la suite la semaine prochaine. OK. Bon, merci. Merci. On va aller à Québec. C'est Dave Leclerc qui est à Québec pour le Grand Journal à midi. Dave, bonjour. Bonjour. Alors, votre sujet? J'apprends que Stéphane va se présenter pour la DQ. Est-ce que c'est ça que j'ai fait? Non, tu vas trop vite. Ah, OK. Il faut garder le suspense. Imaginez, ce matin, qui a un grand sourire?
C'est Jean Charest. Oui, c'est pas Boisclair, certain. Jean Charest est le chef le moins populaire de tous les chefs et son parti gagnerait les prochaines élections s'il y avait eu des élections la semaine passée. Alors, on ne changera pas de chef au Parti libéral, ça c'est sûr, mais du côté du Parti québécois, est-ce qu'on le regrette aujourd'hui? Ce sera d'ailleurs notre question aujourd'hui. Est-ce que le Parti québécois a fait une erreur en choisissant André Boisclair comme chef? Oui. Parce que 15 points, vous l'avez dit tantôt, c'est énorme. Là, on gagne même plus. Les prochaines élections s'en viennent, d'après moi. Ça sent les élections. Ça sent, hein? Ça sent à Québec, ça sent beaucoup. La prédiction du 2 avril est meilleure. Ah, ce matin. 2 avril? Vous savez quoi? Octobre, Moi, là, novembre. j'espère que Jean Charest va être réélu. Non, j'ai dit 2 avril. J'ai dit le 2 avril qu'il y aurait des élections cet automne. Ah, ben, Oui. Entièrement d'accord avec toi. Mais moi, je vous souhaite des élections Charest réélu et après, dans 4-5 ans. Hey, voyez-vous premier Mon ministre? plan de match est fait, mes amis. Ça va être l'enfer. Arrête Donc, on d'en va te voir en parler. politique provinciale, ça c'est sûr. Il y a des bonnes chances. Alors, on vous écoute à midi. Merci beaucoup. Bon. Alors, je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. Sondage Léger Marketing dans le Journal de Montréal. Le PQ a perdu 15 points depuis l'arrivée d'André Boisclair. Le Parti québécois doit-il changer son chef avant les prochaines élections provinciales? On va essayer de prendre quelques appels rapides. Antonine à Saint-Félicien, bonjour. Oui, bonjour. Je vous écoute. Oui, bonjour, messieurs. Bon, moi, j'ai vu un monsieur André Boisclair, justement, au cégep de Saint-Félicien. Ah oui? Il est venu nous rendre visite à nous. Puis, je crois pas qu'on devrait le changer. Je crois qu'on devrait lui laisser une chance quand même. Oui, il est près des étudiants. Je crois l'importance qu'il donne à nous autres, je trouve que c'est important. C'est nous qui va être sur le marché du travail. Donc, l'argent qu'il nous donne à nous, je crois que c'est important qu'il nous donne cette importance-là. Oui, c'est sûr que je dis pas qu'il y a raison de ne pas aller voir les personnes âgées et tout. Eux aussi ont leur importance, eux aussi ont fait leur place. Oui, mais la classe de travailleurs, là, on relance pas une province avec des étudiants. Là, on s'entend que c'est des futurs chômeurs pour la plupart. Allô? Oui, excusez, là, les futurs chômeurs. Moi, je fais une technique présentement, puis la technique que je... Non, je comprends. Là, je comprends que c'est pas tous des chômeurs, mais je veux dire, on relance pas un programme politique d'une province avec des étudiants. Je veux dire, c'est du monde qui n'ont pas de responsabilité dans la vie, qui n'ont pas d'expérience. Si les élections ont lieu cette année, allez-vous voter, vous? Avez-vous le droit de vote? Oui, c'est sûr et certain que j'ai le droit de voter. Okay. J'ai presque 30 ans. Parfait, OK. Non, je pensais que vous me parliez de quelqu'un de 18-19 ans là, qui est au cégep. 15, 16, 17, 18 ans. Oui, c'est ça. Dans ce sens-là, ce monde-là n'a pas de responsabilité, vous comprenez? D'accord. Merci beaucoup, Anthony. On a des problèmes de ligne. Mario, à l'ancienne Dorette. Tiens, Mario, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Donc, moi, la question, c'est plus de regarder qu'est-ce qu'il va faire à l'Assemblée nationale. Donc, j'écoute régulièrement l'Assemblée, donc à la télévision, puis je n'ai pas encore vu la participation de M. Boisclair à ce niveau-là. Et vous pourrez peut-être répondre à ma question. On me dit que la raison que c'est pas encore présenté, c'est qu'il doit être élu dans un comté et qu'il n'y a pas eu de partiel depuis ce temps-là pour lui permettre de le faire. Donc, est-ce que M. Charest attend avec raison pour déclencher les partiels pour pouvoir... M. Charest lui a offert le comté de Saint-Jacques sur un plateau d'argent. Mais il ne voulait pas parce que c'est un comté gay. OK. Donc, mais je pense que l'important, ce serait d'avant de juger est-ce que c'est un bon chef de parti ou pas, de voir qu'est-ce qu'il va faire à l'Assemblée nationale pour voir dans les débats qu'est-ce qu'il donne, parce que présentement, ça tourne en rond, là. Donc, avec M. Boisclair, là, on pourra juger est-ce qu'il a sa place comme chef du parti ou pas, mais présentement, on n'a pas pu juger ça. Mais là, avez-vous vu Louise Arel à l'œuvre? Louise Arel, c'est la cheftaine du PQ, là, en attendant qu'André vienne prendre un siège. Oui, on est d'accord. L'aimez-vous? Est-ce qu'elle fait une bonne job, Loulou? Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que M. Boisclair va faire de plus. Oui, c'est ça. Non, on souhaite le voir un jour à l'œuvre. Merci. On va aller à un dernier appel. Louise, à Longueuil. Louise, bonjour. Oui, bonjour, messieurs. On vous écoute. Bonjour. Pour ce qui est de Montréal, il n'y a pas de problème. M. Boisclair va être très bien accepté. Mais en région, là, aucunement. Parce que faut pas être aveugle, ni sourde, là, ni sourd. L'homosexualité en région, là, ce n'est pas accepté. On veut bien les voir, mais... Pas trop. Mais... Alors, aucunement, puis... Donc, les gens sont homophobes. Très. Ouais. Très. C'est pas la première fois que j'entends ça, par exemple. Ouais. C'est pas la première fois que j'entends que ça va lui revenir en plein visage en région. À Montréal, non, mais sur quelle base? À Québec, on n'en parlera pas. Mais attention, sur quelle base? Vous savez pourquoi? Ça vient faire quoi dans les programmes de parti? Sur la base que la population n'est peut-être pas prête à ça. Prête à quoi?
à une le personne... 3/4 des gens n'ont jamais eu de relation homosexuelle puis ils disent que ça n'a pas d'allure. Comment est-ce que tu peux juger de quelque chose que tu n'as pas essayé? Mais voyons donc. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je viens de te déculotter des marais. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Ben oui, mais ça n'a pas tu parles-tu en connaissance de cause? Non, mais qu'est-ce que tu viens de dire là? Ça n'a pas d'allure. Messieurs, c'est que les homosexuels, là, la majorité des gens pensent que ce sont des pédophiles. Ben oui, mais il n'y a pas de lien. Ça, c'est l'Église. Il n'y a pas de lien, mais c'est ça pareil. Quand vous parlez avec les gens, c'est ce qu'ils vous disent. Vous ne verrez jamais là, une famille laisser leurs enfants avec un homosexuel. Ils ont bien trop peur qu'ils sautent dessus. OK. Merci, madame. Merci de votre appel. On a 30 secondes. 30 secondes avant la fin. Merci. Je veux juste te dire... Regarde ce que M. Courville de Belleuil dit. Un jeune qui traîne un bagage indigne d'un premier ministre occasionne une surcharge au parti pour remonter la pente. Si on faisait le squelette de chaque PM, on enverrait des garde-robes remplis aussi. C'est pas juste Boisclair. Je sais pas. Ben voyons. Regarde le sondage. Le sondage est assez révélateur. 15 points en l'espace de quelques mois. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. Bonne journée, Stéphane. À demain. Malheureusement pour lui, c'était une policière de la cyber-répression. Qui l'attendait. Qui l'attendait. Donc, il a été arrêté, il a été mis en accusation. Là, il est allé suivre une thérapie, puis parce qu'il a suivi une thérapie, puis qu'on dit probablement qu'il ne recommencera pas, le juge Jean B. Falardeau, de la Cour du Québec, lui a donné une sentence de 18 mois à purger dans la communauté. Un couvre-feu à 18 h jusqu'à 7 h du matin. 18 h? Penses-tu que ce gars-là va être chez eux à 6 h de l'après-midi? Ben, je ne sais pas. C'est pas grave. L'important, là, c'est... Regarde le signal que les tribunaux envoient quand ils prennent une décision, quand le juge Falardeau prend une décision aussi inacceptable à mes yeux. On est obligé de former des escouades spéciales pour lutter contre les pédophiles qui se servent d'Internet pour recruter des enfants. T'en as un. T'en prends pas souvent, t'en prends un comme lui, tu l'avais. Puis là, lui, il s'est dépêché d'aller suivre une thérapie. Fait que la recette pour les pédophiles, vous dépêchez de suivre une thérapie qui va avoir pour conclusion que vous risquez peu de récidiver. Puis vous arrivez devant le juge, puis le juge dit, il dit, écoutez, c'est pas nécessaire d'envoyer ce gars-là en prison. Ben non, il l'a pas agressé. Il l'a pas agressé. Je suis sûr dans le jugement. Faut attendre que l'enfant coule. C'est ça. Puis même quand le sang coule, tu as l'à côté de la cour d'appel qui dit, ben il n'y a pas de preuve médicale qu'il y a eu pénétration, même si la petite fille saignait. C'est beau, hein, du monde de même. On a des juges qui sont... Sans jugement. Bizarres. Oh. Si t'es pas membre du barreau, toi, tu peux te lâcher lousse. Ouais, dis-les qu'ils n'ont pas de jugement. Non, ce sont des décisions d'imbéciles. Appelons ça de même. Je souscris au propos de l'honorable juge Desmarais. Non, mais un instant. La loi a été changée pour forcer l'emprisonnement. Des peines minimales. Alors, le juge qui n'a pas compris pour... Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Stéphane, vous allez bien ce matin? Je suis occupé, là. Allez-vous-en, je suis occupé. Je suis en train de prendre des notes. Oui. Une conversation musclée juste avant d'entrer en onde sur le sondage du Journal de Montréal, dont on va vous parler tantôt parce que la question porte là-dessus ce matin. On va vous parler du sondage. Jean-Charles passe en avant, mais c'est pas ça qu'on retient du sondage. Je pense qu'il faut parler de celui qui passe en arrière. Y a-tu quelqu'un qui passe en arrière dans le sondage? Oui, André Boisclair. Par en arrière. Non, hey! Ben c'est vrai, il est 5 en arrière. 15. Ben 5 non, mais il y a une perte de 15 depuis son élection en novembre, mais 5 derrière Charest. Avant de parler de ça, on a deux sujets là, qui concernent la pédophilie, les enfants agressés sexuellement. Puis je pense qu'il faut en parler. Il y avait un procès qui avait lieu à Longueuil sur la rive sud de Richard X. À ne pas confondre avec Richard D. Non, mais il y a Richard X, on a Luc X, on a pas mal de X. Pas mal de X dans ce domaine-là. Le juge a acquitté l'individu en question. Tu disais... Le juge de la Cour... le juge Bisson de la Cour du Québec. Du Québec, oui. Qui a acquitté Richard X, qui avait tué un de ses enfants, on s'en souvient, il avait même fait de la prison. Il est accusé de voie de fait sur un autre de ses enfants, il va passer en cours très prochainement. Il avait été aussi mêlé à toutes sortes de problématiques dans son couple aussi, et sa femme l'a même repris, parce qu'ils s'étaient séparés, ce couple-là, puis la femme l'a repris après. Peut-on parler de famille dysfonctionnelle?
Quand tu regardes ça, là... Ça, c'est le terme poli, ça. C'est le terme poli. oui, parce que si on employait des mots comme ceux qu'on utilise des fois hors d'onde, l'idée de la vie sont comme ça. Le hasard, c'est que j'étais entré dans l'hôtel de la Montagne, puis la dernière fois que je comprends pas, parce que le Wanda est plus en bas près du Burger King, puis l'hôtel de la Montagne Non, tu connais pas la configuration, c'est plus haut. L'hôtel, il est plus haut sur l'hôtel de la Montagne est plus haut, puis le Wanda est en bas près du Burger King. Non, il est au coin de Maisonneuve. En tout cas, tu connais l'endroit? Oui, je connais les endroits, tu passes devant tous les jours. Bon, mais regarde les fatalités de la vie. Je suis entré à l'hôtel de la Montagne, puis je me suis rappelé, j'ai dit, les journaux arrivent trop tard. J'avais ma chronique assez cassée le matin, puis j'ai dit, les journaux arrivent trop tard ici. J'avais couché là peut-être 2-3 mois auparavant. J'ai dit, je vais essayer l'autre en face, le Vogue, au cas où les journaux arriveraient. Tu vas là, toi, c'est un hôtel 18 étoiles, ça? Je sais pas, moi, c'est dans le coin, là. Et c'est en ressortant de l'hôtel pour changer d'hôtel que c'est arrivé sous mes yeux. Tu vois, je m'en vais me coucher, là, comme était ma première idée, puis je vois rien de ça. Puis là, à coup de hache. Mais Daniel Muir, c'était un gros méné là, dans l'organisation. C'était comment ça s'est fait? À coup de millions. Mais à coup de hache dans le milieu du chemin, ça devait être bon. T'as tout vu ça? Ben oui. C'est pas évident. Puis tu te rappelles toujours dans ta vie le bruit que ça fait une hache quand ça frappe sur le crâne humain. Oui, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas un bruit qui ressemble à ça. Est-ce qu'il a hurlé, crié, quelque chose? Oui, il criait. D'abord, quand il est passé devant moi, la première chose qu'il m'a dit, ils vont me tuer. Mais tu penses que c'est une gang de jeunes qui jouent sur la rue, il neige, puis il est tard le soir. Ils ont du plaisir. Tu penses jamais que tu vas être témoin d'un meurtre, hein? C'est quelque chose d'une tranche de vie, ça. C'est de valeur que tu n'as pas filmé ça. Je pouvais pas. Avec des petits appareils photo, là. Je pouvais pas. Les pesticides, laissons ce sujet-là de côté, parce que dans la presse de ce matin, on nous dit que Québec absout les mauvais arroseurs. Coudon, nous autres, quand on fait des lois, est-ce que c'est juste pour le fun? Ben, c'est pour ça qu'on a des beaux principes. Quoi, on a fait ça? Ah, mais c'est les droits acquis, vous savez, c'était avant. Mais ce que Harper devrait faire, effectivement, c'est ça, et mettre des juges élus aux criminels et aux pénals, qu'on les élise et qu'on les mette dehors. Ouais, après ça, on peut les mettre dehors, comme ils font aux États-Unis quand ils n'ont pas d'allure. Voilà. Nous autres, on est obligés de les garder puis leur garantir une pension pour le restant de leur jour. Ouais, vive les Américains. Ouais, là-dessus, oui. Policier arrêté, c'est assez spécial. Un autre. Ça arrive de temps en temps. Un autre. Il n'y en a pas plus là qu'ailleurs. Il n'y en a pas plus qu'ailleurs, mais l'argent de la drogue, c'est tellement invitant. Puis quand tu regardes ça... vous raconter des histoires, mais... Non, mais le policier a été... on va voir ce que la police va donner comme information aujourd'hui, mais ce qu'on a comme brique d'information préliminaire, c'est que le gars, il opérait là-dedans depuis 2000. Ça veut dire 6 ans. Il a fallu une longue enquête dans laquelle on a impliqué le DEA américain, la GRC, pour arriver à cerner ce ripou. Mais moi, j'ai des amis dans la police, je dirais pas de quel corps policier, mesdames et messieurs, mais qui me racontent comment ça marche, les cigarettes de course, quand on fait des saisies de drogue. On se partage le pot, on en déclare tant, la même chose pour l'argent, puis le reste s'en va dans les poches. T'es pas sûr. Je brûle de dire le nom du corps de police, qui est très important en passant. Les gens se servent. Bien sûr. C'est sûr. Ben, parce que ce gars-là n'avait pas de petite relation, parce que lui, là, c'est Michel Auger qui nous dit ça ce matin, sa relation principale s'appelle Daniel Muir. Daniel Muir, là, ça, c'est le gars qui a été assassiné sous mes yeux à coups de hache sur la rue de la Montagne en février 2004. Ça s'est passé à peu près comme... du bord de danseuse? Parce que c'est ça lui, il sortait de là. Moi, j'arrivais d'Ottawa. J'arrivais d'Ottawa pour rencontrer des gens dans une négociation pour une affaire. Ouais, j'arrivais d'Ottawa, puis j'habitais Saint-Hyacinthe et je ne voulais pas, évidemment, retourner là. Il y avait une grosse tempête de neige. Et tu vois, le hasard, les fatalités, pas certain que les gens qui sont visés seraient heureux de se faire appeler autrement que famille dysfonctionnelle. Parce que quand tu regardes ça, il y en a tué un. Ils reviennent ensemble. Il y a d'autres enfants. Coudon, êtes-vous capable de déterminer, quand vous regardez un gars, que son passé peut être garant de son futur? Puis à qui tu t'adresses, là, aux femmes? Aux femmes. Moi, si je te regarde, là, j'ai-tu le goût de te marier? Il n'y a pas de raison que tu aies le goût. J'ai le goût. Mais en même temps, en parallèle avec tout ça, il est arrivé une autre décision. Mais attention, là, il a été acquitté, c'est grave. Penses-tu que la couronne va porter la cause en appel? Écoute, il est acquitté, c'est une décision de juge. Le juge a apprécié. Mais il faut toujours faire attention. Moi, je fais bien attention parce que ce que les journalistes donnent comme information, c'est toujours partiel. C'est la même chose qu'un procès devant juge et jury. Des fois, tu as l'impression que ça s'en va parce que tu as lu dans le journal. Mais
Enfin, en bout de ligne, c'est l'ensemble de la preuve. Mais le fond de l'affaire, c'est que la mère n'était pas crédible dans son témoignage. Ben, il faut que ce soit ça. Il faut que ce soit ça. Il faut que ce soit ça. Le procureur de la Couronne a mal fait sa job. Mais on verra. Mais là, le juge, lui, a apprécié ce qu'il y avait devant lui, puis il en est venu à la conclusion. Puis le juge n'est pas là pour aller sur un bord ou sur l'autre. Il apprécie ce qu'il y a devant lui, puis il prend sa décision. Il tranche là-dessus. Les juges sont faits pour juger. Et d'ailleurs, le deuxième point dans ces affaires d'agression d'enfants, il y a un autre gars qui s'appelle le juge Falardeau. Jean-Pierre Nafek. Ça, c'est un gars qui a été arrêté en janvier 2004 dans un restaurant Harvey sur la rue Sherbrooke à Montréal. Il avait convoqué une petite fille de 12 ans. Il l'avait connue par Internet. Ça faisait 3 mois qu'il chattait avec. Puis on parlait de fantasmes sexuels. Puis il avait organisé la rencontre avec la petite fille en question. Il s'en va donc au restaurant et il apporte avec lui les objets sexuels qu'il a fait choisir à la petite fille. Là, le coffre d'outils. Le coffre d'outils que ça prend pour la rencontre sexuelle. Et